Bonjour à tous, on continue la correction du sujet banque PT, donc sur une partie qui va concerner le chlorure d'ammonium de formule NH4Cl. Et donc on va essayer de mesurer son enthalpie de dissolution. Donc on place 200 g d'eau dans un calorimètre de capacité thermique 80 et joules par Kelvin. Et donc on ajoute 20 g de chlorure d'ammonium et après dissolution totale, la température du mélange est de 15 degrés. Et donc la capacité thermique de la solution peut être assimilée à celle de l'eau pure. Donc, écrire l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'ammonium. Donc, on a NH4Cl solide qui va donner dans l'eau des ions NH4 aqueux plus des ions Cl- aqueux, tout simplement, ici. Et donc, en exposant clairement les étapes du raisonnement, exprimer littéralement l'enthalpie standard de la réaction de dissolution. Donc là, c'est une étape de calorimétrie. Donc, on va avoir notre calorimètre dans l'état initial. Je vais le faire peut-être plus sous forme d'un rectangle, voilà. Donc dans l'état initial, on a mis 200 g d'eau. Et 20 g de NH4Cl. Et à la fin, on a une dissolution complète. On est à température θ1 ici. On a une dissolution complète. Et donc dans notre calorimètre, on va négliger la variation de volume due à la dissolution du solide. Et donc on se retrouve avec 200 g de solution, cette fois-ci, avec NH4Cl qui est sous forme de NH4 Cl-, et la température est passée de 21 à 15. Donc on est maintenant à 15 degrés Celsius. Donc on va procéder par un chemin fictif. Donc dans l'état de départ, on a de l'eau qui est à θ1, du NH4Cl solide, et dans l'état final, on a une solution qui est à θ2 avec du NH4Cl sous forme de NH4 et Cl- aqueux. Et donc on va passer par un état intermédiaire pour lequel on a procédé à la dissolution. Donc on fait d'abord la dissolution à θ1. On se retrouve avec de l'eau toujours à θ1 et NH4Cl qui est transformé en NH4 aqueux et Cl- aqueux. Puis on refroidit une variation de température de la solution. Donc comme je suis en calorimétrie, j'ai ΔH égale Q puisque je suis isobar et je suis dans un calorimètre, donc j'ai Q égale 0. Et ici, j'ai mon calorimètre, il faudrait que je le précise, il est à θ1 ici, il est à θ1 ici, et par contre, il est lui aussi à θ2 ici. Donc on a ΔH qui est égal à ΔH du calorimètre plus ΔH de l'eau, de la solution finalement. Et donc ΔH de la solution, ça va être, donc on va avoir ΔH calo ici, plus par notre chemin fictif, comme h est une fonction d'état, ΔH ne dépend pas du chemin suivi, donc je vais avoir ΔH de la dissolution plus ΔH de la solution. Ce qui va me faire C calo, donc la capacité du calorimètre s'appelle K ici dans cet énoncé. K fois du coup θ2 moins θ1 plus ΔH de la dissolution, c'est la masse de chlorure d'ammonium qui est donc petit m fois delta petit h fois la dissolution plus le ΔH de la solution. Et bien on a une masse ME fois CE fois θ2 moins θ1. Et donc ça doit être égal à 0. Donc on en déduit assez facilement que ΔH de la dissolution est égal à moins ME CE θ2 moins θ1 moins K facteur de θ2 moins θ1 divisé par petit m. Voilà pour cette partie thermodynamique. Et donc ensuite, on va partir sur les courbes intensité potentielle. Donc on nous dit que le chlorure d'ammonium peut être utilisé comme sel de fond.
on travaille à 298 Kelvin, on a une solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 à 10-1 mol par litre. Donc moi j'aime bien toujours dessiner ce qu'on a. Donc on a une solution de... peut-être me mettre en dessous. Parce que les questions vont apparaître en dessous. Voilà, donc j'ai une solution de 2 sulfates de zinc. Donc ça sera forcément question 125 dans la suite. Donc j'ai une solution dans laquelle on a du Zn2+, avec la concentration qui vaut 10-1 mol par litre, plus du SO4 voilà. Avec de l'acide sulfurique, donc c'est une solution acidifiée. Voilà, on a une solution de chlorure d'ammonium. Donc NH4+, Cl-. Donc voilà, on a donc le chlorure d'ammonium peut utiliser. On note une solution de sulfate de zinc et de chlorure d'ammonium acidifié par de l'acide sulfurique. On nous donne la courbe d'intensité potentielle sur une électrode de zinc. Donc on va avoir une électrode de Zn dans la solution, ici. Voilà. Écrire l'inégalité impliquant les concentrations Zn2+ et HO- pour que le précipité ZnOH2 ne se forme pas. Donc ici, on veut éviter Zn2+ plus 2HO- égale ZnOH2. Donc on connaît le pKs, je pense, de cette espèce. Il est donné au tout début, ça vaut 17. Donc le pKs de ZnOH2 est égal à 17. Donc maintenant, on va regarder un petit peu cette réaction. Cette réaction 1. Sa constante de cette réaction 1, bah, si c'est le sens de la précipitation, donc c'est 1 sur Ks. Et donc, pour que cette réaction n'ait pas lieu, eh bien, il faut que le quotient réactionnel soit plus grand que K. Puisque s'il est inférieur à K, on va avoir une réaction dans le sens direct. Autrement dit, il faut que l'activité de ZnOH2 sur l'activité de Zn2+ fois l'activité de HO- au carré soit supérieure à 1 sur Ks. L'activité de ZnOH2, c'est égal à 1. Et donc, je vais me retrouver avec 1 sur la concentration en Zn2+ fois la concentration en HO- au carré, qui doit être plus grand que 1 sur Ks. Et donc, on veut une inégalité entre Zn2+ et HO- pour que le précipité ne se forme pas. Donc, il faut que Zn2+ fois HO- au carré soit inférieur à Ks. Si c'est le cas, ça ne se formera pas. Voilà. On déduira que le pH de la solution doit alors être inférieur à une valeur qu'on calculera. Donc ici, en partant d'une situation où Zn2+ est égal à sa concentration de départ, c'est-à-dire 10-1 mol par litre, on imagine qu'il n'y a pas de précipité qui se forme, donc le zinc il n'a pas de raison d'être consommé, eh bien on se retrouve avec C fois HO- carré inférieur à AKS, et donc là on va passer par le KE, on multiplie par H3O+ au carré, ce qui fait KE carré divisé par H3O+ au carré, qui est plus petit que le KS. Et ça, c'est pas mal. Et donc, je vais passer au log. Donc, ça va me faire log de C plus 2 log de KE moins 2 log de la concentration en H3O+, qui est plus petit que log de KS. Log de C, ça fait moins 1. Log de KE, ça fait moins 14, donc ça fait moins 28. Moins 2 log de H3+, ça fait plus 2 pH. Doit être plus petit que log de KS, ça fait moins PKS. Et le PKS vaut 17, on a dit tout à l'heure. Donc
Donc on se retrouve finalement avec 2 fois le pH qui doit être plus petit que moins 17 plus 29. Et donc on se retrouve avec un pH qui doit être plus petit que 6. Ici, 27, 29, moins 17, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc il faut que le pH soit plus petit que 6. Alors, reproduire la courbe de la figure 3 et indiquer le processus se déroulant sur chaque section. Donc ici, on n'a pas de précipitation possible, comme ça a été dit dans la question qu'on vient de traiter. Et donc, c'est la question 26. Donc, on a une solution dans laquelle on a du Zn de plus, du Zn solide. Donc, on a la Zn de plus, Zn solide. Je crois qu'on me donnait une information aussi sur les espèces qui étaient pas actives dans la solution. Donc on me dit que SO4 et NH4+, et Cl- sont électro-inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réagir. Donc il nous reste Zn de plus, Zn et l'eau, puisqu'on ne peut pas avoir la précipitation. Donc Zn de plus peut se réduire en Zn. L'eau peut se réduire en H2. Zn peut s'oxyder en Zn de plus. Et l'eau peut s'oxyder en H2O. Donc voilà les différentes réactions possibles. Donc maintenant, on va essayer d'identifier qui est quoi sur cette courbe. Donc on va regarder, on a ici en E1 un couple rapide, donc ça ne peut pas être le couple de l'eau. Donc forcément, cette première portion va correspondre à une oxydation, puisque I est positif. Donc je vous rappelle que ici, vous avez les oxydations, là où le courant est positif. Et en dessous, vous avez les réductions, là où le courant est négatif. Pour ceux qui ne sont pas au point sur les courbes d'intensité potentielle, il n'est pas encore trop tard. Et donc ici, forcément, c'est l'oxydation de Zn en Zn de plus, puisque le couple est rapide. En dessous, on va avoir la première partie avec le palier de diffusion qui correspond directement à la réduction de Zn de plus en Zn. J'observe les deux dans la mesure où j'ai les deux espèces présentes en solution. Et enfin, j'observe une deuxième réduction ici, qui est forcément la réduction de l'eau en H2. Et donc ici, c'est H+, donne H2. Voilà les différentes branches que l'on observe sur cette courbe. Calculer la valeur attendue pour le potentiel E1. Bon, ici, c'est le potentiel du couple de Zn2 plus Zn. Donc, par relation de Nernst, on a que E1 est égal à E standard de Zn2 plus Zn plus 0,06 sur 2 log de la concentration en Zn2 plus. Ça, c'est dû au fait que Zn2 plus 2 électrons égale Zn. Et donc, on a déduit que E1 est égal. Alors, les potentiels standards, on les avait au tout début. C'est moins 0,76. Donc, ça fait moins 0,76 plus 0,06 divisé par 2 log de la concentration en Zn de plus. On a vu que c'était 10 moins 1. Donc, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 0,03. Donc, ça fait moins 0,79 volts. Et hop, je vais copier un petit peu les questions parce que là, on commence à avoir fait pas mal de choses, donc il faut remonter tout le temps. Donc question 28, indiquer deux grandeurs auxquelles I limite est proportionnelle. Donc là, la question n'est pas tout à fait claire. Donc on a un courant de diffusion. I limite est le courant de diffusion. Et donc le courant de diffusion, il est proportionnel à la concentration. Et après, il est proportionnel, on peut proposer à la surface de l'électrode. Donc ça, c'est une grandeur. Ou à la vitesse de réaction, mais je ne sais pas ce qu'attend l'énoncé. À cette question. Donc voilà ce qu'on peut proposer ici. Indiquer pourquoi la courbe n'admet pas palier de courant de diffusion pour I positif. Tout simplement parce que c'est la courbe d'oxydation d'un solide. Et non d'un soluté. Voilà.
Donc on souhaite maintenant utiliser la solution S pour déposer du zinc sur une électrode de zinc par électrolyse, en utilisant également une électrode de carbone graphite. On veut déposer du zinc sur l'électrode de zinc. Donc forcément, écrire la réaction électrochimique se déroulant sur l'électrode de zinc. Donc on veut déposer Zn sur l'électrode de Zn. Donc en fait, on veut augmenter la masse de l'électrode de Zn finalement. Donc on doit avoir Zn2+ donne Zn sur l'électrode de Zn. Zn2+ donne Zn, ça c'est une réaction de réduction. Donc forcément, l'électrode de Zn est la cathode du montage. Il faut que les électrons arrivent sur cette électrode. Schématiser le montage d'électrolyse en indiquant sans ambiguïté les branchements du générateur et de déplacement des électrons. Donc finalement, dans notre électrolyseur, donc dans notre bac, on a notre solution, notre fameuse solution S1. Et on a deux électrodes. On a donc une électrode de Zn et une électrode de graphite, carbone solide. On va relier ceci à un générateur. Et donc on veut que les Zn soient la cathode pour que la réaction Zn2+ donne Zn se produise sur cette électrode. Et donc, comme il faut que les électrons doivent donc arriver ici, et donc le sens conventionnel du courant va être dans l'autre sens, donc le pôle plus du générateur va être relié ici à l'anode, et le pôle moins du générateur va être relié à la cathode. Voilà comment je vais brancher mon générateur. Établir l'expression de la masse de zinc théoriquement déposée en fonction de la masse molaire, de l'intensité, de la durée d'électrolyse. Donc ça, c'est des questions assez classiques. Donc on a Zn2+ plus 2E- égale Zn. Donc pour 1 mol de Zn déposé, on a 2 mols d'électrons qui circulent. Donc, N de Zn déposé est égal à N de mols d'électrons sur 2. Or, le nombre de mols d'électrons qui ont circulé, on peut le relier au Faraday. Or, on sait que Q, c'est égal au nombre de mols d'électrons fois le Faraday, mais c'est aussi égal à I delta T. Donc, on en déduit que le nombre de mols d'électrons qui ont circulé, c'est I delta T sur le Faraday. Et donc, on en déduit que la quantité de Zn déposée est égale à I delta T sur 2 fois le Faraday. Et donc, moi, comme je veux la masse de Zn déposée, eh bien, c'est petit n fois grand M. Et donc, c'est égal à I delta T fois la masse molaire du Zn divisé par 2 fois le Faraday. Voilà. Tout à fait. En réalité, la masse obtenue est inférieure à celle calculée car le rendement faradique est strictement inférieur à 1. En augmentant la tension, le rendement diminue. Expliqué. Mais ce qui se passe, c'est que si on augmente la tension, on peut, comme on le voit sur la courbe intensité potentielle, on peut déclencher la réaction de réduction de H+ en H2. Et donc dans ce cas-là, alors tous les électrons ne servent plus à réduire Zn, de plus en Zn, et donc le rendement
diminue car on forme du H2 à la place de réduire le Zn de plus. Tu dis quel est l'intérêt d'utiliser du chlorure d'ammonium comme sel de fond. Bon, ici, pourquoi est-ce qu'on rajoute du chlorure d'ammonium? Alors j'ai l'impression d'avoir raté une question, 31, 32. Alors 32 a été faite, c'était la 33 en réalité. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté du chlorure d'ammonium? Le but c'est d'augmenter le but et d'augmenter la conductivité de la solution en rajoutant des ions. En ajoutant des ions inactifs. Et donc le fait d'augmenter la conductivité, ça favorise le déplacement des ions en solution, donc ça favorise l'électrolyse et ça diminue la chute ohmique. Favorise l'électrolyse en diminuant la résistance de l'électrolyseur. Donc voilà pour cette partie suivante, assez conséquente. Ça reste assez proche du cours, mais il faut quand même bien maîtriser les notions sur les courbes intensité potentielle, sans quoi vous êtes un petit peu mis en difficulté sur cette partie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce sujet qui est très intéressant, très long. Mais encore une fois, rappelez-vous que vous avez 2 heures et le but c'est d'en faire le plus possible en 2 heures.